Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui nous parlerons de la semaine 31 qui va du 31 juillet jusqu'au 5 août. Pour la partie projet cette semaine, alors ça fait plusieurs fois que je vous dis que c'est pas très facile au boulot, donc cette semaine j'ai pris la décision de mener mon propre projet, à moitié perso, à moitié pro, qui est d'être mon propre manager. L'idée ça va pas être de faire ce que je veux ou de faire n'importe quoi au boulot, l'idée ça va être de combler un vide pour adopter une approche pour m'organiser un petit peu, là où en fait je me retrouve sans management ou avec une mise en place de mon poste complètement floue. Ça va être essayer de remettre un peu d'ordre dedans parce que je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'ai l'impression que depuis quelques années maintenant le management s'arrange pour que les postes, les tâches et autres soient le plus flou possible. Comme ça on peut toujours vous dire que c'est pas ce qu'on vous demandait ou c'est pas priorisé comme ça aurait dû, etc. Donc là j'ai décidé de prendre les choses en main. Après avoir essayé d'autres choses, je me suis dit si personne fait le taf, moi je vais faire le taf pour moi un minimum et devenir mon propre manager. Donc ça je vous en ferai peut-être un petit épisode plus tard en hors-série pendant les vacances. Le principe c'est vraiment ça, c'est de réussir un peu à ne plus laisser de zone de flou dans les tâches que j'ai à faire et les tâches qu'on me demande et pouvoir trouver, documenter tout ce qui a été fait pour expliquer que voilà, c'est pas parce que la tâche non définie qu'on a voulu me confier sur un coin de table ou en 5 minutes de discussion et où personne n'a pris le point mais c'était pas clair, etc. Si je l'ai pas faite, c'est qu'il y avait d'autres choses. Donc voilà, on pourrait toujours dire que j'ai travaillé sur d'autres choses et que j'ai avancé sur d'autres choses et que je me suis pas tourné les pouces. Donc les lectures de cette semaine, ça tourne essentiellement autour de ça. J'ai lu un article qui s'appelle « La définition et mise en œuvre des objectifs SMART ». Si vous ne connaissez pas la méthode SMART, c'est une méthode qui permet de définir des buts précis à certains objectifs pour s'assurer que les objectifs qu'on se fixe tiennent la route. Donc SMART, c'est un acronyme qui a été traduit en français par spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Si on arrive à avoir un objectif qui répond à ces 5 axes, on devrait avoir un objectif qui vaut le coup d'être mené jusqu'au bout. Si on a des points auxquels on ne peut pas répondre, ça veut dire que soit il faut creuser, soit c'est un objectif qui nous a été imposé, qui n'était pas précis, pas assez précis, ou qui était trop vague pour être réalisable. J'ai aussi lu 2 articles qui donnent des exemples pour utiliser la méthodologie SMART des objectifs sur des choses un peu plus, on va dire un peu plus personnelles du coup. Là, les exemples qui sont donnés, c'est comment développer ses compétences de leadership, de charisme et autres. Mais en gros, c'est vrai que quand on parle de méthodologie SMART, on parle souvent d'objectifs qu'on se pose à travers un projet avec des choses qui sont quantifiables. Par exemple, si vous êtes au niveau du CRM, combien de personnes ma newsletter a-t-elle touché? Si vous êtes au niveau d'un programme informatique, d'un projet de développement informatique, vous pouvez avoir la partie temporellement mesurable qui est combien de temps il faut pour terminer ce projet. Des choses qui sont un peu, on va dire, très factuelles déjà de base. Et là, c'est 2 articles qui permettent de se dire que les objectifs SMART peuvent être aussi appliqués à des choses un peu plus virtuelles, plus vagues, plus globales et surtout plus personnelles. Donc voilà, c'était un peu l'objet de ma démarche, essayer de trouver différentes choses, notamment parce que j'ai commencé dans mon projet d'être mon propre manager, j'ai commencé à essayer de définir quelles étaient les choses que je devrais mettre en œuvre pour devenir mon propre manager. Avoir des objectifs clairs était quelque chose qui me manquait et qu'il faut que je fasse. Donc me renseigner sur les méthodologies pour obtenir des objectifs clairs et pour être sûr que les objectifs peuvent être réalisables, c'était une première étape. Au niveau de ce que j'ai vu cette semaine, on est sur pas mal de choses aussi, toujours dans la même veine de mon projet de devenir mon propre manager. J'ai vu 2 vidéos, l'une est un peu meilleure que l'autre, sur la rédaction de documents d'expression de besoin ou le Business Requirement Document. Ça permet en fait d'avoir des documents et des méthodologies pour recueillir le besoin des différents utilisateurs pour lancer les projets ou pour lancer des développements. Et donc ça c'est aussi un des points que j'avais identifié dans ma démarche de devenir mon propre manager, c'était qu'il fallait que j'arrive à cadrer les différentes demandes qui arrivaient régulièrement de plusieurs côtés, tout le temps, tous les jours. Donc le fait d'avoir un template, un document,
un modèle de document qui permet effectivement de déjà cadrer une partie de besoins et de même permettre aux équipes métiers de réfléchir à leurs besoins et de redéfinir bien leurs besoins. Ça permet déjà de faire un premier tri, de se dire s'ils réfléchissent à leurs besoins et qu'ils se disent ok on a toutes les réponses, voilà, moi ça me donne plus de grains à moudre et ça me permet d'avancer plus rapidement. S'ils se disent en fait ouais t'as raison, ce truc là on n'est pas sûr, etc., le boulot il est de leur côté, de retrouver, de creuser, d'essayer de trouver les nouveaux éléments ou carrément de se dire en fait ce besoin là est-ce que c'est réellement un besoin. Donc 2 vidéos là-dessus que je vous mettrai dans les notes du podcast. J'ai aussi vu pas mal de choses autour d'Obsidian, notamment une vidéo sur les bookmarks Obsidian, donc une explication claire sur la fonction de bookmark d'Obsidian sur laquelle je m'étais pas du tout penché, ça date de la version 1.2 d'Obsidian, on est en 1.3, on va bientôt passer en 1.4. 1.4 que j'attends impatiemment d'ailleurs, avec l'utilisation des nouvelles métadonnées comme je vous en ai parlé dans la dernière semaine, mais aussi une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin avec les bookmarks, qui est un peu moins importante, mais qui nous montre un petit peu comment sauvegarder des graphes dans Obsidian. Une vidéo qui permet d'avoir quelques outils en fait pour repasser sur ses notes et retravailler ses notes, puisque l'important de prendre des notes c'est aussi de retravailler les notes, et l'important d'avoir des connexions avec les notes c'est de pouvoir se reprolonger dans les anciennes notes pour faire des nouvelles connexions qu'on n'aurait pas fait de prime abord ou pour lesquelles on n'avait pas encore le matériel et qui nous permettent de réfléchir à des choses différemment. Là par exemple tout à l'heure je vous parlais de la méthodologie SMART qui normalement sert en projet pour poser les bases d'un projet sur les différentes actions, et là des gens l'utilisent pour se dire en fait un projet, qu'est-ce que c'est ? C'est une tâche définie dans le temps. Moi, ma formation de manager, par exemple, c'est un projet. Donc, quels sont les objectifs SMART que je pourrais me poser pour savoir si ça vaut le coup ? Et une fois que j'ai mes objectifs, mais en fait, je me dis, voilà, là, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut, par exemple, pour aller convaincre l'ARH, ma direction, de me fournir cette formation. Parce qu'au final, on s'aperçoit que avec les objectifs, une fois que j'ai rempli tous les objectifs, j'arrive à atteindre certaines choses et c'est que mieux pour moi, pour l'entreprise, etc. Bon, voilà. Donc, on peut reprendre des idées, reprendre des notes et les appliquer dans différents contextes. Et justement, cette vidéo donne un outil qui est un peu sympa, un peu marrant, pour repasser un petit peu sur ces notes. Autre vidéo que j'ai vue, c'est une vidéo sur une personne qui fait une rétrospective un petit peu sur son carnet de sketchnotes sur l'année, donc il y a des choses intéressantes. Moi, j'en tire pas grand-chose parce que franchement, je me suis pas du tout mis au sketchnote, mais je me renseigne sur la technique parce que je trouve ça, visuellement, c'est ultra impactant et je trouve ça génial en termes de communication. La vidéo me laisse un peu mitigé, c'est assez sympa, mais personnellement moi ça me donne pas les clés pour me lancer ou ni l'envie non plus de me dire je me lance, mais ça permet de se voir que même les gens qui utilisent le sketchnote régulièrement peuvent se planter, donc c'est intéressant aussi de voir ça. J'ai aussi eu une vidéo qui parle de 5 règles qui sont utilisées à Stanford en termes de gestion de projet, on va dire, pour se lancer dans l'innovation. Franchement, il y a des bonnes choses. Il y a des trucs qui sont, je trouve, très intéressants. Il y a des choses qui sont très applicables. Donc ça, c'est plutôt bien. J'avoue que c'est quand même le point qui est agréable, c'est-à-dire que avoir des choses qu'on peut prendre et qu'on peut directement mettre en pratique, c'est quand même bien. Et dernière chose que j'ai regardé cette semaine, c'est The Big Nail It Baking Challenge. Alors je sais pas si vous connaissez l'émission de base qui s'appelle Nail It, en français ça a été traduit par C'est du gâteau. L'idée c'est de prendre des mauvais pâtissiers qui vont essayer de réaliser des gâteaux en cake design complètement délirant et de voir à quel point ils se plantent par rapport à l'original. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est fait dans la bonne humeur, c'est fait dans la gentillesse, mais franchement qu'est-ce que c'est drôle à chaque fois. Et là ils ont changé un petit peu la formule, changé un petit peu le concept, ils font ça sous forme de concours, ils prennent des pâtissiers, ils leur apprennent des choses à chaque émission, et à chaque émission ils doivent les mettre en pratique et ça donne des choses assez délirantes, mais à la fin franchement on voit que les gens ont énormément progressé et ils sont contents d'avoir progressé, donc c'est assez fun quand même à regarder. Au niveau des podcasts, cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté ? J'ai écouté Les Imbissales, l'épisode 6, avec Adrien Landivier. Ça parle de Radio France, des changements à Radio France quand Mathieu Gallet est arrivé. Alors, je suis pas complètement sûr de ce que j'ai écouté. C'est très intéressant, par contre, c'est assez
ovniesque, j'aurais tendance à dire. Je me suis retrouvé à écouter des trucs que j'aurais jamais écouté ailleurs. Mais du coup, c'est intéressant. Juste la prochaine fois, peut-être que je ferai plus attention au niveau du son quand il lance une musique, parce que là, j'en ai pris un peu plein les oreilles quand même. J'ai aussi écouté la Mamba Mentality de Kobe Bryant en 5 citations de Crée ta vie, donc un podcast de Bertrand Soulier, que j'aimais bien quand il était en mode mon coach web. Là, pas trop fan de l'émission, notamment pas trop fan des idées derrière la mentalité de la Mamba Mentality. Mais au moins, ça m'a permis de repenser à mon Commonplace Book et à le mettre à jour, en me disant que moi aussi j'avais récupéré des citations et que je pouvais toutes les mettre à un même endroit. Donc voilà, je me suis fait un petit Commonplace Book et je mets mes citations. Au niveau des podcasts, j'ai aussi écouté le podcast numéro 4 de Vademecum sur la cellule, l'esprit des règles. Ça m'a donné très envie de lire le jeu et de voir ce que la lecture va me procurer. En tout cas, le podcast est très intéressant. Il y a vraiment plein de conseils qui peuvent s'appliquer soit à d'autres jeux, soit à d'autres créations de jeux et à d'autres publications de jeux. Moi, j'ai trouvé ça très sympa et avec des gens qui, même si le créateur du jeu était là, n'hésite pas à le taquiner un peu pour aller chercher des infos, quoi. Autre podcast que j'ai réécouté, c'est inspiré de faits réels sur Esther, donc c'est un très bon podcast qui est très intéressant autour des films d'horreur et des légendes urbaines. Si vous aimez le sujet, n'hésitez pas à y aller, inspiré de faits réels, donc par les mêmes personnes qui font le bureau des mystères. J'ai aussi commencé à écouter une interview de Fibrotique sur le podcast Salut les designers, donc là je suis en début d'écoute, je peux pas vous en dire grand chose. J'ai écouté une petite pastille audio qui s'appelle Shakespeare a-t-il écrit le roi Lear en quarantaine, de Minute Papillon, le podcast de 20 minutes, et non pas Minute Papillon du youtubeur Chris. Donc c'est intéressant, j'avais téléchargé ça quand je montais un projet de JDR dans l'espace avec une station spatiale nommée justement Lear, en hommage au roi Lear. Le projet est encore en stand-by, mais je vais réfléchir à le relancer, puisque ça permet de réactiver certains neurones. J'ai aussi écouté l'épisode 98 du Radio Realiste. Bon, moi j'aime bien. Bon, franchement, Radio Realiste, c'est toujours agréable à écouter, je passe toujours un très bon moment. Là, les sujets, ça parlait du jeu de rôle La Laverie, donc je sais pas si vous connaissez les romans de Charles Stross, mais c'est un roman dans l'Angleterre actuelle où les agents des services secrets de Sa Majesté luttent contre les abominations innommables et les grands anciens, tout en luttant avec la bureaucratie interne de leur propre bureau, ce qui donne des situations complètement abracadabrantesques, vous imaginez bien. Il y a beaucoup d'humour, c'est assez sympa. Il y a une revisite du mythe de Cthulhu et de toutes les inspirations Lovecraftiennes à l'époque moderne qui est très intéressante. Et 500 nuances de geek avait sorti il y a quelques temps un jeu de rôle, La Laverie, en PBTA. Donc moi je m'étais empressé de craquer, je l'ai à la maison. Ça me donne envie de le relire et de revoir un petit peu ce que je pourrais faire et peut-être relancer une partie. Un autre point sur cet épisode de Radio Realiste, ils ont reparlé d'Abstract Donjon, un autre jeu sur lequel j'avais craqué. Le Abstract Donjon, c'est assez particulier, c'est un jeu qui gère l'attrition dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, les joueurs sur leur feuille de perso vont avoir différentes caractéristiques, vont avoir des dés par caractéristique, vont lancer ces dés en début de partie, ça leur donnera des résultats qu'ils vont pouvoir claquer au fur et à mesure de la partie pour surmonter pièges, monstres et autres obstacles qu'ils vont rencontrer. Donc c'est assez sympa parce que moi ça m'a donné des idées, notamment pourquoi pas faire de l'horreur avec un système comme ça. Puis qu'on a une gestion de l'attrition, on arrive un peu comme une horreur, on va dire comme dans les films d'horreur où plus ça va, plus les héros tombent à court de ressources, n'arrivent plus à s'en sortir. Donc je me suis dit, il y avait peut-être un truc à revoir, à creuser là-dessus. En tout cas, à voir. Alors j'ai écouté, j'ai essayé d'écouter un podcast sur une partie d'Actual Play sur Eclipse Phase de Geekfest jeu de rôle et j'ai pas pu aller au bout en fait. C'est lent, il y a pas vraiment de rythme, le son est en plus assez mauvais et au bout d'un moment j'ai coupé, je me suis dit j'y arrive pas. Pourtant généralement ce que je fais quand j'écoute un Actual Play, j'évite d'écouter les premiers épisodes. J'écoute des épisodes de séries qui sont déjà bien en place parce que je me dis que la mécanique et la dynamique autour de la table sera déjà présente, les problèmes de son, technique, etc. généralement, à moins d'un bug ponctuel, on les retrouve dans les premiers épisodes, de temps que tout se rôde, et là, non, désolé pour eux, j'ai pas accroché. Et la dernière chose que j'ai écoutée cette semaine, c'est donc le podcast des Voiles Altérides, le numéro 94, sur les tables aléatoires, qui était une excellente émission sur un outil holistique qui est remis au goût du jour depuis 5 ou 6 ans. Alors les tables aléatoires, vous savez, c'est ces grandes tables avec des dés à lancer pour nous dire, par exemple, je sais pas, comment vous avez commencé votre carrière de rôliste, si vous avez commencé, mais en tout cas, moi, la mienne, elle a commencé avec ADD2, et on se retrouvait avec des tables aléatoires où on pouvait très bien, vous êtes dans une plaine, donc tirez un des 20, et suivant le
résultat, vous rencontrez telle ou telle créature, telle ou telle personne, enfin voilà, il se passait tel ou tel événement, ce qui donnait lieu à des situations un peu bizarres de temps en temps, puisque généralement le plus haut résultat de la table, donc si vous faites un 20, vous allez à la table supérieure, donc de niveau supérieur, ce qui fait que si vous n'avez pas de chance, vous enchaînez les 20, au bout d'un moment vous êtes niveau 1 et vous tombez en plein milieu de la plaine face à un énorme dragon, et vous vous dites ah, dommage. Bon, mais bon, ça c'était un autre problème, c'était l'utilisation bête et méchante des tables, et puis surtout un problème d'équilibrage au niveau des tables, mais voilà, rien de méchant. Là justement, depuis 5-6 ans, les tables aléatoires sont vraiment remises au goût du jour. On va trouver des jeux comme Into the Odd qui vont s'en servir énormément pour leurs équipements, qui vont être très sympas à utiliser et très équilibrés en plus. On va retrouver aussi Trophy, alors Trophy Dark notamment, qui en 3 tables aléatoires pour votre personnage arrive à poser un univers, une ambiance, un but, un objectif. C'est extrêmement clair, extrêmement bien fait. Quand ces outils sont bien pensés, bien décrits et bien équilibrés, ça permet vraiment en quelques instants de poser directement une ambiance. Et pareil pour le maître de jeu, ça permet lui d'avoir une liste d'idées directement prête sous la main au cas où il y a quelque chose qui se passe. Donc en tout cas, les Voix d'Atari, très bonne émission, notamment il y a toute une partie de l'émission sur les tables aléatoires ou les cartes aléatoires, puisqu'on peut aussi faire ça sous forme de cartes à tirer. Donc il y a des pour, des contre, et vous allez pouvoir découvrir ça dans le podcast. Et bien voilà, c'était tout pour ma semaine, donc je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous êtes tous en vacances ou que vous avez déjà pris des vacances et que ça s'est bien passé. En tout cas, moi d'ici peu, je vais aussi prendre des vacances et ça va me faire le plus grand bien. Donc je vous souhaite une bonne semaine tout d'abord, et puis je vous dis à la semaine prochaine, normalement je serai encore là. Mais bon, sinon, vous aurez droit à un épisode spécial. Allez, salut!